Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 56 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Emmanuelle Pérez-Tisserand. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors Emmanuelle, vous êtes maîtresse de conférence en histoire de l'Amérique du Nord à l'université Toulouse II Jean Jaurès. Vous avez fait des recherches sur la zone frontalière entre les États-Unis et le Mexique au XIXe siècle et traité en particulier la Californie. Vous avez publié sur ce sujet de nombreux articles, notamment dans la revue d'histoire moderne et contemporaine, ainsi que dans Études rurales. Et actuellement, vous êtes en train de finaliser la publication de votre recherche doctorale qui sera publiée prochainement au PUR et recherche pour laquelle d'ailleurs vous avez reçu 2 prix, notamment à l'Institut des Amériques et à la Chancellerie de Paris. Et donc, on vous remercie d'intervenir. Je sais que vous êtes très occupé en ce moment, notamment par les travaux finaux sur votre livre. Donc, merci d'être là avec nous pour parler d'une série qui est ancienne, mais pour le moins mythique. Emmanuelle, c'est la série Zorro. Absolument, merci déjà de m'accueillir dans cette émission, c'est un plaisir. Et donc aujourd'hui, oui, on va se consacrer à la série Zorro, qui a une longue histoire, mais la plupart des auditeurs et des auditrices ont probablement en tête la série Disney noir et blanc puis colorisée, qui date des années 1950, fin des années 50, 1957, quand Zorro, qui a déjà, Disney, quel lapsus, qui a déjà acquis les droits de cette série. Je reparlerai peut-être de ses origines en feuilleton. Mais en tout cas, c'est Disney qui a vraiment popularisé à la fois la série et surtout peut-être le personnage, avec Guy Williams qui incarne Zorro, ce héros masqué avec une cape. Et effectivement, la raison pour laquelle c'est moi qui vais vous en parler aujourd'hui, c'est que ça se passe en Californie espagnole, pardon. Donc ça se passe en Californie espagnole autour de 1820. Et ce qui est intéressant avec cette série, c'est qu'elle est vraiment, à la fois, elle a été tournée dans les États-Unis de la guerre froide, mais qu'elle renvoie à un univers historique qui est la Californie espagnole puis mexicaine du début du 19e siècle, mais aussi qu'elle a eu une audience mondiale avec des adaptations, des reprises, des parodies, des pastiches dans le monde entier, y compris en Chine et au Japon. Et en tout cas, c'est vrai qu'en France, elle a connu un succès important, notamment parce que elle a été, ça se voit parce qu'elle a été diffusée presque continuellement depuis les années 1960 et que donc elle a traversé les générations et que aussi bien mon père le regardait en jeune immigrant espagnol dans les années 60, mais mes neveux et nièces dans la région de Haute-Savoie la regardent aussi tous les dimanches. Alors, ce qui est aussi très intéressant, Emmanuel, vous l'avez dit, c'est de peut-être, pour commencer, parler de la création de cette série. Vous l'avez dit, qui remonte dans l'Amérique juste après la Première Guerre mondiale. Dans 1919, on est justement en Californie, à Los Angeles. Alors, comment est apparu Zorro ? Alors en fait, c'est donc en 1919, effectivement, c'est un auteur de ce qu'on appelait les pulp fiction. Vous connaissez sans doute ce terme à cause du film de Tarantino, mais en gros, c'est des journaux imprimés sur du pas très bon papier, d'où le nom de pulp fiction. C'est du papier fait avec de la pulpe de bois et qui se vend à très bas prix, à très bas coût, et qui est là pour plaire au grand public. On a un lectorat de plus en plus massif, c'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas aussi en Europe, qui est avide de lire des histoires. Et donc, on a cet auteur, Johnston McCulley, qui est en fait d'origine canadienne, mais qui a été journaliste, qui a été reporter de faits divers, et donc il y a une inspiration aussi qui lui vient de ses expériences dans la vraie vie, mais qui est aussi donc écrit un certain nombre de fictions, qui est passé effectivement par la Californie en plus d'autres endroits dans le Midwest. Et donc il a écrit certaines déjà séries historiques, d'autres plutôt de science-fiction, disons.
C'est pas son premier essai concernant, disons, le contexte historique de la Californie espagnole. Il a déjà écrit une ou deux séries. Et c'est vrai qu'il écrit Zorro comme l'une d'entre elles au départ. On est à un moment en Californie où on est en train de redécouvrir en fait le passé espagnol de ce territoire. Donc peut-être on reviendra dessus, mais pour rappel, la Californie a été fondée par, les établissements de Californie ont été fondés par les Espagnols à la fin du XVIIIe siècle. Et c'est un territoire qui est devenu ensuite mexicain à l'indépendance en 1821, l'indépendance du Mexique. Et ensuite a été conquis par les États-Unis lors de la guerre entre Mexique et États-Unis en 1846-1848, et qui est donc états-unienne depuis 1848. Qui a été surtout peuplée au moment de la ruée vers l'or en 1848. Et donc, fin 19e, début 20e, on a un certain nombre de personnes qui commencent à redécouvrir l'architecture, l'art, la culture de cette période espagnole. Et notamment, c'est aussi les débuts de Hollywood. Ce qui est important parce que d'une part, Hollywood, dès le départ, va s'emparer de cette architecture d'émission. On peut penser à Griffith, par exemple, qui est un des pères fondateurs, si on peut dire, de Hollywood, qui tourne notamment un roman à succès qui se passait justement en Californie espagnole, mexicaine et états-unienne, qui est Ramona, de Helen Hunt Jackson. Et donc, en fait, on a un environnement artistique propice à, disons, adapter des fictions sur ce thème-là. Et donc, Johnston McCulley décide d'écrire, de créer ce personnage. En fait, le premier épisode qu'il crée, The Curse of Capistrano, le fléau de Capistrano, n'est pas destiné en réalité à devenir une série, puisque, en fait, si vous lisez ce premier épisode, le héros, donc Don Diego de la Vega, Zorro, dévoile à la fin son identité. Et donc, c'était pas amené à faire l'objet d'une longue série, juste d'un épisode pour ces Pulp Fiction. Et en fait, comme on est aussi à Hollywood, ce qui va faire le succès de la série, c'est son adaptation très rapide au cinéma, puisque Zorro est adapté. Donc, le premier épisode sort en 1919 dans un de ces Pulp Fiction All Story Weekly, et en fait, il est adapté dès 1920 au cinéma, avec un couple qui est vraiment les stars de l'époque. En fait, c'est un couple très connu, et ça va être le premier rôle en costume de Douglas Fairbanks, qui est vraiment l'acteur star et vedette du jeune Hollywood. Et ça va d'ailleurs commencer une longue carrière en costume, en KPDP, etc. pour Douglas Fairbanks. Et le succès du film, de l'adaptation de Zorro, va faire que Johnston McCulley va se convaincre d'écrire d'autres épisodes de la série. Et il y aura d'ailleurs une seconde adaptation au cinéma dans les années 30, et plus d'autres histoires, etc. Donc en fait, Zorro, qui devait être seulement un épisode au départ, qui n'était pas amené à forcément se reproduire, son succès, ça vient bien sûr du talent et de l'histoire du Zorro originel, mais aussi de son adaptation à succès au cinéma. Alors Emmanuel, justement, même si vous l'avez dit ensuite, le succès au départ américain avec le cinéma et Hollywood passe à l'échelle planétaire, à l'époque bien sûr de la guerre froide, du fait de la reprise en série, en feuilleton, comme on disait à l'époque par Disney, de sa diffusion dans toutes les grandes chaînes, et vous l'avez dit, il continue d'ailleurs à l'être, notamment sur France 3. J'aimerais juste que vous resituiez un petit peu l'intrigue, les grands personnages, dans quel cadre un peu plus large, historique, ils s'inscrivent au début justement dans cette Californie des années 1820. Alors, tout à fait. Alors, donc c'est une série, parlons, disons, de celle de Disney, qui va être la référence un peu pour tous les auditeurs et les auditrices. Et donc, les premières images, en fait, de la série annoncent qu'on est en Californie espagnole, Spanish California, en 1820. Donc, pour retracer un petit peu ce contexte, ce qui est intéressant, c'est que c'est juste avant l'indépendance du Mexique, et qu'il y a toute une série de changements et de bouleversements qui sont traités dans la série, mais on ne parle jamais de cette indépendance du Mexique. Ça va être toujours implicite. Donc, on est en Californie espagnole, qui est un territoire qui est en fait la dernière conquête, la dernière addition à l'Empire espagnol, à la monarchie espagnole
à la fin du XVIIIe siècle. Les premières, la société de frontières californienne, elle est constituée au départ surtout de petits forts, des fortins. Il y en a 4 le long de la côte. Donc c'est une colonisation qui se fait vraiment par l'océan Pacifique, par la côte. Et les Espagnols, ni même les Mexicains, ne vont tellement pénétrer au-delà de la vallée centrale de Californie. Donc c'est vraiment une cordillère de forts et de missions franciscaines. L'idée pour l'Espagne, c'est de protéger ce qui est le cœur de son empire, le Mexique d'aujourd'hui, la Nouvelle-Espagne avec ses mines au nord, et aussi de prévenir les incursions étrangères, et notamment le fait que les Anglais, mais aussi les Russes, l'Alaska, c'est un nom russe, les Russes étaient dans le nord du continent, sur cette côte-là, et un peu plus tard, les États-Unis. Et donc, il faut empêcher ces concurrents de venir sur la côte. Donc, on occupe la côte pacifique avec ces petites compagnies militaires à San Diego, à Santa Barbara, à Monterrey, qui est la capitale, et ça, on le voit bien dans la série, et San Francisco. Les autres installations, les autres établissements, ce sont donc les missions franciscaines, puisque une des légitimations, une des manières de légitimer la conquête pour les Espagnols, c'est de dire qu'ils vont convertir les populations autochtones, les populations amérindiennes de la région, qui sont très nombreuses, très diverses et variées. On connaît en général moins ces populations autochtones de Californie qu'on voit pourtant bien dans la série, parce que ce ne sont pas des populations qui ont marqué autant les esprits plus tard, comme les Apaches, les Comanches, les Sioux ou Lakota, etc. Mais c'est une grande diversité de populations amérindiennes qui doivent être, selon les Espagnols, converties à la religion catholique. Et ça veut dire non seulement les convertir en les catéchisant, en leur apprenant les rituels, etc., mais c'est aussi de les convertir dans leurs habitudes de vie, pour qu'ils deviennent des sujets du roi d'Espagne, et donc notamment dans leurs vêtements, dans leurs coutumes familiales, dans leur adoption du mariage et des sacrements, dans leur pratique de l'agriculture, des formes de sédentarisation. Et donc, à partir de 1769, qui est la date de la fondation du premier fort, celui de San Diego, et de la première mission, qui est aussi San Diego, on a la fondation par ces frères franciscains d'une bonne vingtaine de missions tout le long de la côte, et dans lesquelles ils essayent d'attirer les populations amérindiennes, dont un certain nombre viennent par curiosité, et puis aussi les colons apportant des maladies. Les populations sont assez vite touchées par des maladies infectieuses qui les déciment, et donc en fait ça devient un recours de se rendre dans la mission. Et ce qu'on voit un peu dans la série d'ailleurs, puisque la plupart du temps, les Amérindiens sont présentés comme des personnes dépendantes, plus ou moins victimes, qui sont protégées par les missionnaires, qui sont protégées par les grands propriétaires de terrain, et qui ont des formes d'organisation collective en suivant des meneurs, des leaders, mais qui globalement sont plutôt des victimes et des personnes passives dans la série. Et c'est effectivement une représentation coloniale de l'époque, à la fois espagnole, mexicaine et états-unienne par rapport à ces populations. Et le troisième type d'établissement qu'on a en Californie espagnole, mais qui est une fondation plutôt un peu plus tardive que les deux premières que je viens de mentionner, les forts et les missions, ce sont les villages de colons, et notamment, bien sûr, Los Angeles, qui est fondé en 1781, qui n'a pas du tout de fort, donc c'est une différence par rapport à la série, puisque un des lieux principaux dans Los Angeles avec la taverne, c'est qu'il y fait face un fort militaire avec la compagnie, avec le sergent Garcia et le commandant de Los Angeles. En fait, il n'y a pas de fort à Los Angeles. Il y a d'ailleurs des conflits dans les années 1820 après l'indépendance sur la place des militaires à Los Angeles, avec un rejet très fort, puisque Los Angeles devient une véritable municipalité qui s'estime autonome et qui n'a pas besoin de supervision militaire. Et effectivement, il n'y a jamais eu de fort à Los Angeles, mais pendant la période espagnole, il y avait ce qu'on appelait un comisionado, un commissaire, un représentant de l'autorité militaire du fort le plus proche, qui était Santa Barbara.
et qui venaient vérifier que les colons étaient bien au travail, que il n'y avait pas de conflit, etc. Donc il y avait une supervision militaire, mais pas un fort comme on voit dans la série, même si évidemment le fort dans la série permet toute une série permet en fait tous ces affrontements et ces taquineries, disons, entre le commandant et Zoro. Donc ça aurait été dommage de s'en passer, mais c'est vrai que ce n'est pas une réalité. Euh, et donc voilà, on a ces 3 établissements et en réalité, ce qu'on voit dans Zoro, c'est-à-dire toute une sorte de caste ou disons d'élite de grands propriétaires terriens qui ont des propriétés très vastes dans lesquelles ils pratiquent l'élevage, etc. Ça, en fait, en 1820, on n'en a pas tellement. Puisque la plupart des terres en fait sont occupées par les missions franciscaines. Et en réalité, tout ce petit groupe de grands propriétaires avec ces pratiques un peu d'oisiveté, de jouer de la guitare, de s'occuper de ses terres, de pratiquer des courses, etc. Ça, en fait, on le voit surtout plus tardivement, dans la deuxième moitié des années 1830 et 1840, quand les missions vont être ce qu'on appelle sécularisées, c'est-à-dire que les missions vont devoir laisser distribuer leurs terres. Alors normalement aux Amérindiens qui les cultivaient, mais en réalité souvent ces propriétés passent entre les mains des familles de colons, ce qui donne la formation de ces grandes propriétés avec des colons à leur tête, des grandes familles qui font travailler les Amérindiens. Et donc, avec la disparition des missions, on a ce qu'on appelle l'ère des ranchos, donc de ces grandes propriétés. Et c'est ce que vont connaître surtout les États-Unis quand ils vont arriver à l'occasion de la conquête de 1846. Et c'est pour ça que c'est ça qui reste dans les esprits. Mais donc, en fait, on voit bien qu'on a la conjonction ici de plusieurs époques de la Californie qui sont vues depuis les États-Unis et la Californie du début du XXe siècle comme une époque resserrée où rien n'a bougé, qui est une sorte de fond, un décor, alors qu'en fait, on a des évolutions comme celle que je viens de vous dire, c'est-à-dire le passage d'un territoire colonial dominé par les missions et les commandements militaires à un territoire où on voit ces grandes propriétés et cette élite en formation grâce à ces grandes propriétés. Oui, Emmanuel. Alors justement, ce qui est assez intéressant aussi, qui transparaît peut-être dans cette série de Disney, mais aussi dans les films, c'est qu'on a l'impression, quand la série est créée après la Première Guerre mondiale en 1919, que le Mexique était un petit peu au cœur de l'actualité, on va dire, de la Californie, hein, puisque c'est une zone frontalière, et que dans ce Mexique du début des années 1910, on a une révolution menée par Porfirio Diaz et Pancho Villa notamment. C'est très récent, puisque c'était 1916, Pancho Villa. Donc, est-ce que on pourrait pas dire que dans cette écriture de la série, il n'y a pas une certaine peut-être idée de l'époque que c'était le bon temps de la colonie espagnole et que par rapport à la présence ensuite mexicaine, les choses se sont un petit peu dégradées? Alors c'est totalement vrai, parce que donc là encore il y a plusieurs éléments de contextualisation sur cette valorisation du passé espagnol, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, dans la série, Zorro et le personnage et son époque, c'est vraiment ancré dans la période espagnole et on ne parle jamais de la période mexicaine qui est plutôt évitée. Et donc effectivement, dans cette valorisation du passé espagnol qu'on voit dans Zorro, mais aussi dans les autres créations dont j'ai parlé de l'époque, ce qui est valorisé dans cette période espagnole, alors il y a une dimension, si on peut dire, raciale, au sens où l'espagnol, dans les racines espagnoles de la Californie, on peut clairement dire qu'elles sont européennes, là où, si on valorise les racines mexicaines, la représentation du Mexique racialement aux États-Unis, c'est une terre métisse, avec un mélange de populations, et ça, c'est quelque chose qui est assez mal vu, qui est péjoratif aux États-Unis. Et donc, valoriser l'Espagne, valoriser le caractère espagnol des Californiens, c'est plus valorisant, en tout cas, c'est mieux. Donc ça, c'est pour cette dimension-là. Pour la dimension plus sociale, effectivement,
ça peut paraître étrange venant d'un pays notamment protestant qui s'est construit sur l'idée de liberté, sur l'idée de contraste politique avec l'Europe, donc de valoriser cette période coloniale espagnole. On sait qu'il y avait une légende noire autour de la colonisation espagnole, mais disons que c'est une sorte de tri sélectif. Ce qui est retenu dans cette période espagnole, c'est effectivement cette notion d'ordre social et de paternalisme. C'est-à-dire qu'on nous montre un ordre social qui va venir être perturbé et que Zorro va venir rétablir, où tout d'un coup, des politiciens venus d'ailleurs, donc ici, disons du Mexique, ou en tout cas qui ont été des mauvais gouvernants, qui ont été nommés, qui viennent de l'extérieur, viennent perturber un ordre qui était bien installé, qui fonctionnait bien, où les grands propriétaires cultivaient, s'occupaient de l'ordre social, se mettaient d'accord entre eux, où les missionnaires franciscains s'occupaient des Amérindiens et faisaient en sorte qu'ils travaillent, ils restent calmes. Et tout d'un coup, un élément perturbateur vient justement perturber, modifier cet équilibre qui fonctionnait bien. Alors, justement, quand dans le premier épisode de Zorro, Don Diego de la Vega revient d'Espagne où il a fait ses études, ce qui en fait n'est jamais arrivé en Californie parce qu'on pourra en reparler, les liens avec l'extérieur étaient assez faibles et aucun Californien n'allait faire ses études en Espagne, mais peu importe, en tout cas il revient parce qu'il a reçu une lettre de son père, très inquiet sur l'évolution de la Californie, que tout est en train de changer, tout est règlement, il y a des taxations, etc. Et donc c'est vraiment l'irruption d'un nouvel ordre politique dont on ne dit pas le nom, on ne parle jamais, encore une fois, de l'insurrection en Nouvelle-Espagne, qui est un des éléments qui va mener à l'indépendance du Mexique. Donc, il n'est pas question de tout ça, il est question de changement politique, et c'est fortement dévalorisé. C'est facteur d'injustice. Donc, il y a une valorisation, en fait, de l'ordre paternaliste et patriarcal qui contraste effectivement avec le contexte états-unien et mexicain de l'époque. Alors, comme vous venez de le dire, on est à l'époque de la révolution mexicaine contre Porfirio Diaz et menée entre autres par Pancho Villa, qui est un de ces meneur de la révolution, qui est dans le nord justement, qui a fait une incursion aux États-Unis et donc dont le personnage est très vivace. Il y a même eu une adaptation au cinéma de ses campagnes, etc. Donc c'est quelqu'un qui est très connu, mais qui est aussi vu comme quelqu'un de brutal, cruel, etc. Et donc c'est cette image-là qu'on peut avoir des Mexicains. L'autre élément, donc une vision assez négative de la révolution mexicaine, d'autant plus qu'on est quand même aussi dans le contexte des premières années après la révolution russe. Donc toute cette idée de révolution et de changement politique a plutôt mauvaise presse aux États-Unis, d'autant plus qu'on est aussi dans un mouvement de conflits sociaux aux États-Unis. Et que, par contraste avec ce qui peut se passer dans les grandes régions industrielles de l'Est des États-Unis et du Nord industriel, les élites angéléniennes essayent d'attirer des entreprises, essayent de vanter leur modèle californien comme un modèle justement sans syndicat. C'est ce qu'on appelle open shop. C'est paradoxal de dire que c'est des endroits ouverts, alors qu'en fait, c'est des endroits où on interdit la syndicalisation. Et donc, de vanter un modèle, finalement, qui serait presque inspiré du paternalisme espagnol, en tout cas, qui va en faire un modèle. Et donc, un modèle de la Californie où on n'a pas besoin du conflit social parce que on peut s'entendre, on peut avoir des bons patrons et on n'a pas besoin de conflit social, de grève, etc. Et donc, c'est aussi une manière de repousser ce modèle, ce contre-modèle, si on veut, de la révolte et du mouvement social pour un univers plutôt paternaliste et de calme. Donc c'est ça aussi qu'il faut lire dans ce rejet de la période mexicaine. Comme j'en ai parlé au début, cet aspect ethno-racial, de racialisation, de brunisation, de noirceur des Mexicains, mais aussi cette dimension sociale et politique qu'on retrouve après, d'ailleurs, dans le Zorro de Walt Disney, puisque
Disney, quand il adapte Zorro en 1957, on est en pleine guerre froide, et on voit bien dans les épisodes du Zorro de Disney que c'est pas du tout par l'organisation politique qu'on peut avoir un progrès social, c'est par l'intervention d'un individu. Donc c'est la valorisation de l'individualisme, qui est bien sûr une des valeurs du camp états-unien, hein, du camp occidental, contre le collectivisme, le communisme soviétique. Et, et donc on voit bien que le changement et le progrès social ne vient pas de la révolution politique, mais bien des individus qui défendent leurs valeurs. Et ça, c'est vraiment le modèle du pionnier états-unien où chacun est responsable de la liberté, etc. Oui, alors ce que vous dites, Emmanuel, c'est vraiment très intéressant, effectivement, puisque Zorro est le produit de son époque, que ce soit son écriture, justement, au moment ou juste après la Révolution mexicaine, et puis que ce soit la mise en série au moment de la guerre froide. On voit bien qu'il y a des traits qui ressortent. Alors moi, je trouve aussi, vous allez me dire peut-être que je me trompe, mais peut-être ce qui a fait son succès, au moins aux États-Unis, c'est que c'est une série qui valorise la frontière. Et on sait que cet esprit de frontière dans la construction de la nation américaine, c'est quelque chose d'assez important, surtout qu'on est quand même dans une période où le Far West n'est pas si loin que ça. Alors oui, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un Far West un peu différent du western classique, au sens où alors, il y a certains westerns qui se passent en Californie, mais c'est vrai que la plupart mettent en scène, alors d'abord, des individus anglophones. Alors, protestants, on n'insiste pas trop sur la question, mais en tout cas, on voit bien que c'est la conquête de l'Ouest au sens avec des figures comme le shérif, comme effectivement des Amérindiens, mais qui sont moins ceux qu'on voit dans Zorro et plus des Apaches ou des Comanches ou des Sioux. Et donc c'est vrai que c'est à la fois ça recouvre des traits qu'on peut retrouver dans les westerns et à la fois avec une pointe d'originalité. Et je pense que d'ailleurs à la fois, donc les westerns ont eu beaucoup de succès même planétairement et donc effectivement c'est un style qui a pu expliquer son succès, mais c'est une sorte de croisement entre un film de KPDP et le western, qui sont deux genres qui ont chacun beaucoup de succès, et c'est vrai que ça peut être une des clés de sa réussite. Je dirais que ça joue aussi, alors c'est intéressant parce que ça joue justement sur cette pas ambiguïté, mais sur cette nouvelle interprétation. Parce que la Californie, justement, au début du XXe siècle, quand elle essaie de se créer cette identité, il faut aussi attirer les touristes, il faut attirer des investissements, et donc il y a tout un effort qui est fait de publicité, y compris visuelle. C'est toutes ces affiches, on valorise les oranges, le beau temps, la mer, etc. Le fait que c'est un climat sain, notamment une des personnes qui contribue à cette valorisation du patrimoine californien, Charles Loomis, il est venu à pied depuis l'Est pour soigner sa tuberculose dans un climat plus sec et plus sain. Donc, il y a cette image de la santé renvoyée par la Californie. Et donc, c'est aussi donc une image en fait qui effectivement croise à la fois cet attrait états-unien pour les grands espaces, et donc c'est vrai qu'un des intérêts de la Californie pour Hollywood, c'est à la fois le soleil et la diversité des espaces. On peut tout tourner à 2 heures de Los Angeles. On a le désert, la forêt, la montagne, les collines, l'océan bien sûr, la plage. Et donc c'est formidable pour ça. Et c'est vrai que cette diversité et cette opulence de la nature, c'est une métaphore des États-Unis dans lequel ce qui fait son originalité, les États-Unis, c'est le fait que la Terre on se représente la Terre comme toujours disponible, comme la nature qui vous tend les bras, et c'est aussi une sauvagerie domestiquée, puisque là encore, les Amérindiens, par exemple, on les voit bien tenus, soit par les missionnaires, soit par les grands propriétaires. Donc je dirais que ça joue entre les deux, mais qu'effectivement cette dimension cette idée de la frontière, elle est malgré tout présente, croisée avec cette autre dimension, cet autre genre qui est le film de KPDP, puisque quand même, je pense aussi que ce qui fait la popularité de la série, c'est la prestation aussi de Guy Williams, qui a d'ailleurs dû changer son nom, qui avait un nom sicilien, mais qui a anglicisé son nom, et qui était déjà qui pratiquait l'escrime, donc qui était très fort à l'épée déjà, et c'est vrai que
je pense que le style de KPDP, le combat à l'épée, l'humour du personnage et de son comédien ont aussi beaucoup joué pour le succès de la série. Et peut-être pour revenir sur quelque chose que je disais auparavant, par rapport au succès notamment dans les pays on pourrait très grossièrement appeler latins, c'est-à-dire à la fois toute l'Amérique latine, l'Espagne, mais aussi la France, c'est que c'est une manière de s'intégrer aussi dans le rêve américain, puisque c'est une manière avec cet héritage de KPDP, cet héritage européen et méditerranéen, de se reconnaître aussi dans quelque chose qui se présente comme par ailleurs aussi américain. Donc je pense que c'est ça qui a aussi été séduisant. Oui, effectivement, hein, il y a cette idée de vraiment que cette série-là a bien fonctionné et est assez intemporelle parce que ces codes-là, on peut les retrouver de façon vraiment visible et comme vous le dites, rappeler, renvoyer à cette Amérique des années 50-60, hein, celle du rêve américain, celle de l'American Way of Life où finalement tout était possible. Et ça, je pense qu'effectivement, vous avez raison, ça a fonctionné. Alors, je trouve aussi quand on regarde la série, vous avez commencé à l'évoquer, il y a une idée aussi d'une certaine lutte contre la corruption, hein. Corruption, vous l'avez dit, hein, qui est amenée souvent par un élément halogène, hein, qui est originaire sans doute plutôt du Mexique d'ailleurs que de l'Espagne, vous l'avez dit pour le gouverneur. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire là aussi, peut-être au moment de l'écriture, dans ces années 20, où l'Amérique est marquée par la corruption, on pense à certains films, notamment comme Les Incorruptibles, bien sûr, mais aussi Gangster Squad avec Ryan Gosling, où on voit ce Los Angeles qui est marqué par cette corruption-là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là aussi une sorte de concordance des temps entre ce qui est écrit sur Zorro et le contexte américain des années 20 autour de la corruption? Alors, je pense que c'est absolument vrai, et c'est vrai que ce serait un peu réducteur de simplement dire que ça renvoie à ce contexte mexicain et que ça renvoie seulement à des choses extérieures. Je pense qu'effectivement, Johnston Macaulay surfe, si je peux me permettre cette expression concernant la Californie, sur des thèmes qui résonnent et qui en plus, justement, pour quelqu'un qui vient de la presse et pour un lectorat à la fois de faits divers, mais effectivement dans ce cadre angélinien, et familiarisé avec cette question de la corruption et mobilisé sur cette question de la corruption. On a un certain nombre de journalistes qui, justement, par leurs enquêtes, montrent comment il peut y avoir une collusion entre des élites politiques et des élites économiques, comment les consommateurs peuvent aussi être la cible. Donc, je pense que vous avez tout à fait raison que c'est un des thèmes qui parle sans doute aux lecteurs de l'époque et même éventuellement au public des années 50, parce que c'est quand même ce thème de la corruption, je ne dirais pas qu'il est atemporel, mais il a des moments, effectivement, les années 20 en sont un, de plus grande familiarité, de plus grande actualité plutôt. Et l'autre chose aussi, c'est vrai qu'il y a ce paradoxe du rôle de la religion. On sait que les États-Unis ont une relation paradoxale avec la question de la religion, et notamment la Californie, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très importante et omniprésente, y compris dans le système politique, et à la fois on voit bien comment en Californie on a justement un certain nombre de transgressions, et Hollywood dès le départ a surfé aussi sur cette transgression. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'un des thèmes qu'on trouve dans la série Zorro, et en particulier dans les épisodes de Disney, c'est celui du fait que un certain nombre des complots qu'on trouve dans la série, le complot de l'aigle ou d'autres, s'attaquent à l'Église, notamment aux missionnaires, mais aussi aux biens qui sont vus comme ceux de l'Église et des missions, et qui sont présentés dans la série d'après le point de vue des missionnaires comme étant le bien de tous ceux qui sont pieux et qui veulent, donc par exemple des croix ou des baptistères qui sont précieux pour la communauté parce qu'ils leur permettent de vivre leur religion et de vivre leur rituel. Et je pense que là aussi c'est un autre thème qui fait écho, parce que là encore, dans le contexte de guerre froide, les valeurs religieuses sont mises en avant comme étant consensuelles aux États-Unis, par contraste en fait avec l'anti-religiosité, les attaques contre la religion qu'on peut trouver dans les pays communistes par exemple. Et donc je pense que ça c'est un des autres thèmes qui peut résonner par rapport au contexte dont on a parlé.
Oui, effectivement, hein, j'allais vous poser la question sur la religion qui est très importante dans la série, qui est même plutôt valorisée, son rôle avec cette aide justement aux Amérindiens, aux pauvres, et bien sûr avec le rôle peut-être des missionnaires franciscains, hein, cet ordre de Saint-François, justement tourné vers les pauvres, qui est revenu d'ailleurs, on va dire, un petit peu sur le devant de la scène avec l'élection du pape d'ailleurs actuel. Donc il y a quand même dans cette série, au moment peut-être de son écriture au début des années 20, au moment du développement, comme vous l'avez dit, pendant la guerre froide, un des objectifs, montrer un des rôles positifs de la religion et en particulier sur les des pauvres. Alors peut-être pourriez-vous développer maintenant un petit peu, Emmanuel, ce que c'était exactement ces missions et quel était leur rôle dans cette Californie de l'époque du 19e siècle? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la fondation de la Californie, les ordres religieux et leur rôle au sein de la monarchie espagnole, et y compris sur ce qu'on appelait la frontière, c'est-à-dire sur les fronts de conquête et de colonisation, étaient plutôt sur le déclin. C'est-à-dire que les, juste après la guerre de 7 ans, dans les années 1760, c'est le moment d'expulsion, de décision par la monarchie espagnole d'expulser les jésuites de toute la monarchie, par exemple. Et donc, une des missions de celui de Galvez qui va être envoyé aux Indes, donc en Amérique, par la monarchie espagnole, ça va être effectivement d'expulser les jésuites, et notamment d'expulser les jésuites de Basse-Californie, puisque c'était les jésuites qui avaient fondé des missions et étaient chargés donc de convertir les Amérindiens et de leur apprendre à cultiver la terre, à devenir des bons sujets du monarque, etc. Et en réalité, si la couronne a finalement recours à des franciscains pour entreprendre cette colonisation de la Haute-Californie, bon, c'est d'une part parce que il y avait celui qui avait repris les missions de Basse-Californie après le départ des Jésuites, ça a été repris par les franciscains, et donc Junipero Serra, qui était le meneur le chef, le président des missions de Basse-Californie, était extrêmement motivé, extrêmement partant pour continuer sa mission de colonisation vers le nord. Et donc, il a proposé ses services et ses ressources, etc., à Galvez pour fonder ses missions. Et il se trouve qu'on était juste après la guerre de 7 ans, qui avait été une catastrophe pour l'Espagne, et puis y compris avait coûté très cher, et que du coup, il s'agissait de contribuer à améliorer les défenses de la Nouvelle-Espagne, donc de l'Amérique du Nord espagnole, mais d'essayer de limiter les coûts. Et donc, en fait, il a été décidé que les franciscains, qu'on serait d'accord pour que les franciscains aillent coloniser la Haute-Californie, participer à cette colonisation, même si, encore une fois, on se méfiait du pouvoir que pouvaient prendre les ordres religieux au sein de la monarchie, de l'influence qu'ils pouvaient avoir, de la richesse qu'ils avaient en terres, en biens, en ressources, etc. Et que, par ailleurs, on commençait à émettre des doutes sur le fait que c'était une colonisation moderne, efficace, bonne, que celle par les missions. Et on a, dès cette fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, des rapports d'un certain nombre de personnes proches du pouvoir qui essayent, en observant d'ailleurs la colonisation française et britannique, puis états-unienne après l'indépendance des États-Unis en 1776, de montrer que peut-être l'Espagne aurait plus de succès en adoptant un autre modèle de colonisation que celui des missions d'évangélisation, qui avait été leur modèle ancestral depuis, pas exactement le tout début, mais depuis très longtemps. Et donc, on est dans cette période ambiguë, en fait, autour des missions, où à la fois elles vont être extrêmement importantes, et ce jusque dans les années, la fin des années 1830, pour l'occupation espagnole puis mexicaine de la Californie, tout en étant très critiquées et n'étant plus du tout considérée comme une méthode adaptée au temps moderne, si on veut, de colonisation. Donc concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est que ces missions franciscaines? C'est en fait assez intéressant, parce que c'est 2 missionnaires maximum par mission. Donc ce qu'on appelle une mission, par exemple, la mission
de San Diego, c'est deux missionnaires qui arrivent dans un lieu donné, dont ils ont décidé qu'il était intéressant, stratégique du point de vue de la monarchie, mais aussi intéressant de par les populations qui vivent dans ces environs, qui approchent les populations locales, qui leur parlent de la religion catholique, en essayant d'établir une communication avec des interprètes. Souvent, ils sont accompagnés de populations autochtones, de membres de populations autochtones de Basse-Californie qui peuvent parfois servir d'interprètes ou en tout cas servir d'intermédiaires, et puis ils apprennent progressivement la langue et ils leur montrent le bétail qu'ils ont pu apporter et qui permet d'avoir de la viande. Ils leur montrent l'agriculture qui, pour des populations dont l'environnement est complètement perturbé justement par l'arrivée du bétail, par l'arrivée de nouvelles maladies, par l'agriculture qui commence autour des forts et qui fait que pour certaines de ces populations, elles n'ont plus accès à leurs ressources normales de vie, et donc elles commencent à être séduites par les apports que peuvent avoir l'agriculture. Et donc on constate, alors c'est différent, je vous ai dit, il y a une vingtaine de missions et les populations qu'elles attirent sont extrêmement différentes les unes des autres, et donc elles ne rencontrent pas toutes le même succès, en tout cas du point de vue des missionnaires, mais cela se traduit par parfois quelques milliers d'Amérindiens qui travaillent autour des bâtiments. Donc les bâtiments, c'est une église, les bâtiments où loge le missionnaire, et parfois des bâtiments dans lesquels sont hébergés ce qu'on appelle les néophytes, c'est-à-dire les personnes qui sont en train d'être catéchisées, où l'ordre moral catholique est imposé avec une séparation des hommes et des femmes, avec une imposition de l'institution du mariage qui était pas forcément une institution courante dans ces sociétés, où on pouvait avoir des formes soit de polygamie, soit d'alliances plus informelles entre hommes et femmes, etc. Ça se traduit, cette concentration de personnes, aussi par une mortalité plus forte, puisque au lieu d'être en plein air, on a une concentration dans des bâtiments fermés, etc. Donc, on le voit sur les registres de décès des missions, il y a une très forte mortalité des Amérindiens dans les missions, et aussi donc non seulement par une catéchisation, c'est-à-dire les bases de la religion catholique, tout autant qu'ils puissent faire avec des notions d'espagnol et des notions de langue locale. Donc surtout, et c'est un des aspects qui peut-être aujourd'hui fait qu'on ne peut pas regarder ces missions d'une manière aussi positive qu'on ne le fait dans Zorro, du travail forcé avec des châtiments corporels quand il y a désobéissance aux règles instaurées par les missionnaires. Et donc des coups de fouet, des enfermements, etc. Et donc, avec un système qui est possible aussi par des meneurs autochtones, c'est-à-dire que les missionnaires sont en général deux, avec parfois un petit entourage, mais face à parfois des centaines ou des milliers d'Amérindiens, et donc il leur faut des relais d'autorité. Et donc on a des alcaldes, donc des maires ou des chefs locaux qui les aident à relayer leur autorité. Mais donc c'est intéressant aussi de voir ces différentes manières dont on a pu voir l'émission, c'est-à-dire que on a globalement une évaluation plutôt positive de ces missions de la part des observateurs états-uniens qui viennent en fait sur les côtes très tôt, puisqu'ils viennent, on a un certain nombre de bateaux états-uniens qui viennent de la Nouvelle-Angleterre, notamment de la région de Boston, qui viennent notamment prélever les cuirs et le suif des élevages des missions, et qui donc sont en liens commerciaux assez intenses avec les missions dès le tout début du 19e siècle, même si c'est interdit par le système commercial espagnol, du fait des guerres révolutionnaires et napoléoniennes, et du fait de la distance. Tout cela n'est pas toujours très contrôlé. Et donc les États-Unis sont en contact intense avec les missions, et donc ce sont leurs interlocuteurs, donc il y a une forme d'empathie avec la manière de voir des missionnaires, et puis un regard colonial également, qui dépasse un peu l'hostilité qu'on a pu avoir à d'autres moments aux États-Unis autour de la religion catholique. Donc ça, c'est une première chose, avec une vision très négative de la réforme des missions qui a lieu dans les années 1830, avec cette idée, cette dénonciation que même si ça s'est fait au nom d'idéaux libéraux, de mettre fin à l'emprise de la religion, de libérer les Amérindiens, de leur donner accès aux terres,
Le résultat étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que en fait, c'est une privatisation des terres plutôt par les familles de colons et une continuité du travail sur ces grandes propriétés des Amérindiens. Et donc, une vision des États-Unis comme finalement ces grands propriétaires, est-ce qu'on ne peut pas même les comparer aux plantations esclavagistes du sud des États-Unis, qui fait l'objet d'un fort débat tout au long du 19e siècle jusqu'à la guerre de sécession. Ce qui est intéressant, c'est de contraster en fait cette appréciation positive par les États-Unis des missions avec qui ils commercent, avec par exemple l'appréciation de La Pérouse, donc l'explorateur français de la fin du XVIIIe siècle, qui lui aussi dans son voyage d'exploration passe en Californie et lui compare les missions aux plantations qu'il a pu voir aux Antilles françaises, par exemple. Et donc avec toute une vision issue plutôt de la tradition des Lumières sur la religion et sur aussi donc le travail forcé. L'autre chose concernant les missions, c'est que les missions franciscaines, fin 19e, elles sont utilisées par une autrice comme Ellen Hunt Jackson, qui en fait, au-delà d'être cette romancière qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas ceux qui connaissent un petit peu, comme l'autrice de Ramona, qui est ce grand roman à succès, en fait, c'était aussi une militante du droit des Amérindiens et qui, en fait, a passé beaucoup de temps à écrire des rapports et à faire des tournées pour dénoncer le sort qui était fait aux Amérindiens par les États-Unis. Et donc, avec les guerres indiennes, mais aussi avec les réserves, avec le fait qu'on séparait les familles pour mettre les enfants dans des pensionnats, etc. Et donc, en fait, elle valorisait, alors notamment dans Ramona, mais aussi dans ses rapports auparavant, le modèle espagnol d'une colonisation et d'une intégration pacifique par les missions et par l'évangélisation, pour contraster par rapport à la déportation, aux massacres, aux guerres indiennes qu'on pouvait avoir aux États-Unis. Et donc, c'est une deuxième couche, si vous voulez, par rapport à cette valorisation des missions aux États-Unis, avec ce roman de Ellen Hunt Jackson dans Ramona, où finalement, c'est plutôt l'arrivée des États-Unis qui signe le malheur des Amérindiens, alors qu'ils étaient, d'après son roman, plutôt heureux et en tout cas plutôt en paix pendant la période espagnole et mexicaine. Oui, alors justement, Emmanuel, hein, j'allais vous poser la question de la vision des Amérindiens à travers la série, notamment. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle? En tout cas, elle a l'air de bien contraster par rapport à justement ce qu'on peut voir déjà dans les années 50-60 aussi, à travers, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les westerns, où effectivement, on a l'impression, d'après la série, qu'il y a une différence de traitement entre les Indiens des Grandes Plaines, qui sont plutôt, en tout cas, soit massacrés, soit, vous l'avez dit, mis dans les réserves par les autorités états-uniennes. Et puis là, on a l'impression, quand on regarde, comme vous le dites, la série Zorro, que le temps de la colonisation espagnole, c'était aussi le bon temps pour les Indiens. Alors oui, effectivement, enfin ça dépend après du point de vue dans lequel on se place, parce que c'est vrai que ils sont quand même présentés comme des personnes qui sont dépendantes et un peu victimes et qui sont bien contents de trouver la charité des missionnaires ou de leur bon maître. Donc c'est vrai que c'est une vision qui à la fois est irénique au sens où on a assez peu de conflits, à part quand justement un de ces mauvais gouvernants s'avise de les maltraiter ou de les mettre au travail forcé, etc. Mais effectivement, on a l'impression que en tout cas, ils n'ont pas de raison de se révolter sur leur sort parce qu'on les traite bien. Mais malgré tout, on voit bien qu'ils sont dans une position subalterne et dépendante par rapport aux élites sociales. Donc, je dirais que oui, effectivement, c'est une vision plutôt irénique et pacifiée, en tout cas, en général, en tout cas dans ce qui est considéré comme la norme positive, comme pas particulièrement maltraité et pas victime de violence, mais néanmoins évidemment dans un rôle complètement subalterne. Et comme je le disais, c'est quand même une forme de déformation parce que comme l'ont souligné les collectifs amérindiens actuels quand ils ont réagi notamment à la canonisation du fondateur des missions de Californie, Junipero Serra, il y a quand même un certain nombre de problèmes avec ce système des missions, à la fois peut-être des violences non souhaitées au départ, c'est-à-dire notamment la décimation des populations à cause des maladies infectieuses ou même des maladies vénériennes.
et d'autres qui sont plus intrinsèques au système d'émission, c'est-à-dire donc tous les châtiments corporels par rapport au travail ou par rapport au suivi des règles, c'est-à-dire par exemple si vous vous échappez de la mission pour quelques jours pour aller voir votre famille dans votre village d'origine ou là où se sont réfugiés les autres membres de votre famille ou plus longtemps, on vous envoie à l'armée pour vous récupérer manu militari. Donc il y a tout cet aspect-là en fait qui est assez peu mis en avant dans la série de Zorro. Et qui propose une version peut-être un peu trop idéalisée, même si là encore une fois, c'est idéalisé si on veut, mais avec cette dimension toujours que les Amérindiens sont bloqués dans une position subalterne, même si certains font preuve d'ingéniosité, d'inventivité, certains même commencent à s'organiser contre le sort qui leur est fait, mais ils sont toujours sauvés par un sauveur extérieur. Que ce soit Zorro, que ce soit les grands propriétaires qui viennent ou les missionnaires qui viennent intercéder en leur faveur et ils ne se sauvent jamais tout seuls en réalité. Alors Emmanuel, maintenant on pourrait évoquer ce personnage du renard, de Zorro en espagnol, voir pourquoi peut-être et comment il a été créé dans ce début des années 20. Quel a été le modèle? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un bandit mexicain qui s'appelait Murrieta qui a servi de modèle à cette écriture-là? Et d'après vous, est-ce que justement son auteur, lors de la création, n'a pas une certaine idée derrière la tête avec, comme vous l'avez dit, d'aider la veuve et l'orphelin, les opprimés amérindiens. On a affaire à une sorte de héros, de Robin des Bois des temps modernes peut-être, qui fait partie de ces héros qui ont construit l'Américain. Alors, je pense que effectivement, quand on parlait des éléments du succès de la série, c'est vrai que ce trait du déguisement et de la double personnalité, on voit qu'il a eu beaucoup de succès à chaque fois qu'il a été adopté. Et donc, je pense que ça, c'est un trait important et qui tient plus à la fiction et au talent des auteurs de fiction qu'à l'histoire réelle, si on veut. Mais d'ailleurs, on parle du fait que peut-être Johnson Macaulay aurait été influencé par les romans Le Mouron Rouge qui se passe pendant la Révolution française, par exemple. Donc, et on a d'autres exemples par la suite. On peut penser à Superman, par exemple. Ou bien effectivement la figure aussi de Robin des Bois, donc ces figures un peu atemporelles d'un individu qui vient pour essayer de rétablir l'ordre social, ce que Hobsbawm a aussi appelé le bandit social, c'est-à-dire effectivement quelqu'un qui désobéit à la loi, mais au nom d'une justice immanente ou d'une justice indisponible qui est au-delà de la justice des hommes, etc. Donc ça, c'est un peu pour le trait général. Et bon, ce qui est intéressant avec Zorro, c'est qu'il n'a pas... il a plusieurs inspirations en fait qu'on peut essayer de retracer. Alors effectivement, l'une d'entre elles, c'est le bandit Joaquín Murrieta qui en fait sévissait, si l'on peut dire, pas du tout à la même époque que Zorro, puisque c'est intéressant, c'était un bandit mexicain qui sévissait juste après l'annexion de la Californie par les États-Unis et qui agissait non seulement peut-être pour son propre compte, mais aussi globalement, autant qu'on puisse le reconstituer, et puis son histoire a été reconstituée de différentes manières par la presse, et puis ensuite par un journaliste qui a écrit sa biographie, etc. Et donc, dans l'idée de venger non seulement quelque chose qui lui avait été fait personnellement à sa propre famille en tant que Mexicain par des États-Uniens, mais aussi, plus généralement, disons, pour changer d'échelle, globalement, le sort qui était fait et la discrimination à laquelle devaient faire face les populations mexicaines qui avaient été conquises et qui se trouvaient dominées par une population états-unienne, dominées politiquement, mais aussi qui, du coup, lui faisait subir toutes sortes de brimades. Et donc, c'était une forme aussi en tout cas pour Joaquín Murrieta, de vengeance ou de rétablissement de la justice par rapport à une population qui était devenue étrangère sur leur propre terre, puisqu'ils avaient été conquis. Et c'est intéressant par rapport à ce que je disais plus tôt sur le fait que
toute la période mexicaine est masquée, si je puis dire, dans Zorro, puisque là précisément c'est le retour un peu du refoulé, puisque la référence directe de Zorro, et qui est d'ailleurs reprise dans les films les plus récents avec Antonio Banderas, là, les films de 1998 et 2005, puisqu'il y a un personnage qui s'appelle Murrieta et il est fait directement allusion à ce personnage. Et donc, c'est un peu un retour du refoulé sur le sort que les États-Unis ont fait aux Mexicains et l'injustice qu'ils ont commise avec cette guerre de conquête et toutes les discriminations qui commencent dès le 19e siècle et qui n'attendent pas Trump en réalité pour s'exercer. Donc ça c'est un des personnages qui est l'inspiration de Zorro, mais c'est vrai qu'on peut en trouver d'autres. Et je parlais tout à l'heure du fait que il n'y avait pas de Californiens qui vraiment avaient pu faire leurs études en Espagne parce que en fait il n'y avait pas vraiment de circulation avec l'Espagne. On peut peut-être faire l'exception avec un membre illustre, si on veut, de la société californienne du début du 19e siècle, qui était de la Guerra, qui est José de la Guerra y Noriega, qui était le commandant de Santa Barbara, et qui était lui espagnol et qui a vraiment représente en fait lui pour le coup le don espagnol et chez qui justement les commerçants états-uniens étaient reçus, etc. Et donc quelque part on peut penser autour de 1800, si on peut penser à une famille qui a des liens forts avec l'Espagne, ce serait la famille de la Guerra. Mais par contre, cette famille donc qui était très attachée à la monarchie espagnole, qui était très attachée aux missionnaires, elle était une famille qui effectivement cherchait à défendre les Amérindiens, les missions, etc. Et donc on peut voir des traces, disons pas forcément dans Zorro lui-même, mais en tout cas dans toute cette ambiance autour de Don Diego de la Vega, qui peut faire penser à cette famille de la Guerra avec une consonance des noms. Mais on peut penser aussi à d'autres personnes pendant la période mexicaine, justement des personnes qui ont un peu pris fait et cause pour le peuple, mais au nom des idéaux républicains fédéraux mexicains qui sont pas du tout évoqués dans la série. Mais par exemple, quelqu'un qui s'appelait Avila à Los Angeles, qui est mort pendant une révolte de Los Angeles contre un gouverneur tyrannique. Donc c'est quelque chose de peut-être assez lointain, mais qui rappelle en fait cette politisation de Los Angeles, y compris pendant la période mexicaine, et cette défense des idéaux de la liberté. Et voilà, on peut penser ainsi à d'autres personnages, ce qui fait la richesse de ce personnage, parce qu'en fait, il a plein de niveaux de lecture. On peut penser aussi à quelqu'un alors que Johnston Macaulay a peut-être pas connu, mais qui a été quelqu'un qui a beaucoup inspiré Ellen Hunt Jackson, l'autrice de Ramona dont je parlais tout à l'heure, qui est Antonio Franco Coronel, qui est arrivé assez tardivement en Californie, par rapport à l'époque dont on parle, qui est arrivé dans les années 1830 avec une colonie montée par le gouvernement mexicain et qui a été envoyé en Californie. Et ce Antonio Franco Coronel, pendant la période états-unienne, donc il avait une grande propriété, un grand rancho dans lequel il recevait, y compris pendant la période états-unienne, mais il a occupé des responsabilités politique. Il a été notamment trésorier de l'État de Californie pendant la période états-unienne, après l'annexion, donc dans les années 1860, si je ne me trompe pas. Il s'est fait, c'était un notable de Los Angeles pendant toute cette période, et il s'est fait le défenseur des populations amérindiennes locales. Et il a essayé sur un mode plutôt paternaliste, mais de beaucoup faire pour les populations amérindiennes. Et donc, c'est un autre exemple de personnage qui a pu être une inspiration, même lointaine, pour ce personnage de Zorro et de la famille de la Vega. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de lecture, et ce qui est intéressant, c'est que plutôt qu'une seule inspiration, un feuilleté de personnages qui forment une sorte de biographie collective de ce personnage fictionnel de Zorro. Alors oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Là, il y a cette idée que ce personnage-là s'est peut-être construit au fur et à mesure à la fois de la culture de l'auteur et de ses lectures surtout. Et j'aurais aimé qu'on revienne sur un événement que vous avez évoqué un petit peu à travers l'émission. C'est cette idée de la privatisation des terres qui s'effectue en Californie plus tard que ce que veut nous montrer la série, justement. Alors pourquoi est-ce que, d'après vous, on a mis en avant ce système de latifundia, de grandes propriétés
propriété dès les années 1820, alors qu'on est encore, normalement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, dans le système des missions. Pourquoi est-ce que la série reprend ce système-là? Est-ce qu'il n'y a pas l'idée aussi de mettre en avant ce qui va aussi se passer après, peut-être, ce miracle californien, cette idée qu'on peut aller sur ce territoire là-bas et s'enrichir rapidement? Alors oui, je pense qu'en fait, là encore, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense que ce système des grands propriétaires, il permet d'une part de correspondre à peut-être un certain nombre d'idées de préconçues, de stéréotypes qu'on peut avoir sur euh, la colonisation espagnole et sur le fait qu'elle se fonde sur des grandes propriétés. Et ça permet aussi de mettre en avant cette espèce d'idéal ou de mode de vie aristocratique des Californiens, qui fait partie de la série et notamment du côté KPDP et cette valorisation aussi du code d'honneur espagnol et un peu aristocratique qu'on veut mettre en avant. Il y a aussi effectivement la question foncière, elle est extrêmement importante pour la Californie, à la fois et puis dans la colonisation en général, pour la Californie espagnole et mexicaine, mais aussi pendant toute la période de la Californie états-unienne, où effectivement, après la ruée vers l'or, un des moteurs de l'ascension économique, du boom économique de la Californie va venir de l'agriculture. Et un des grands enjeux du tout début de la période états-unienne, ça va être la transition des propriétés, c'est-à-dire que le traité de paix Guadalupe Hidalgo, qui marque la fin de la guerre entre États-Unis et Mexique, normalement garantit le droit de propriété, une continuité du droit de propriété entre le Mexique et les États-Unis. C'est-à-dire si vous êtes propriétaire selon le droit mexicain en Californie ou ailleurs dans la zone conquise, y compris au Nouveau-Mexique, etc., vous gardez vos droits de propriété aux États-Unis. En réalité, ça va être mis en cause assez rapidement, puisque en soupçonnant qu'il y a eu des fraudes dans des concessions de terre faites au dernier moment, notamment en Californie, il va être décidé que tout propriétaire doit prouver ces types de propriété auprès d'une commission qui se réunit dans les plus grandes villes des États concernés. Le problème que ça va représenter, c'est que d'une part, il s'agit pour la plupart des propriétaires qui sont habitués au système judiciaire espagnol et mexicain de se confronter à un système judiciaire étranger et notamment de devoir du coup rémunérer des avocats, des conseils judiciaires pour pouvoir accéder et avoir les documents pertinents et adaptés à ce type de justice. D'autre part, et donc ça oblige à engager des frais, notamment des frais en liquidité, et donc parfois à vendre ses terres. D'autre part, le système judiciaire étant justement différent et la densité d'occupation, etc., étant différente, la plupart du temps, les concessions de terres espagnoles et mexicaines comportaient des documents beaucoup moins précis que ce qui était attendu dans la justice états-unienne, et donc un certain nombre de terres ont aussi été perdues parce que les documents étaient jugés trop imprécis et pas assez valides dans le cadre de la justice états-unienne. Et donc, à l'occasion de cette confirmation ou cette non-confirmation des terres, qui en plus peut prendre des années et des années, et donc qui oblige à vendre des terres pour pouvoir continuer d'engager les frais de justice, en réalité, pendant le début de la période états-unienne, on assiste à un transfert très important de terres. Et par ailleurs, un autre élément de cette question-là, c'est que les migrants qui arrivent très nombreux au moment de la ruée vers l'or, un certain nombre d'entre eux assez rapidement se rendent compte que en fait c'est très difficile de s'enrichir en cherchant de l'or parce que on tombe pas toujours sur le bon filon, parce que ça coûte très cher d'acheter à manger, etc. Et donc se détournent des mines et veulent devenir propriétaires terriens. Effectivement, dans leur esprit, la Californie a été conquise, et donc il n'y a pas de raison que des États-Unis ne puissent pas avoir accès à la terre. Or, ce dont ils se rendent compte, c'est que la plupart des terres des bonnes terres sont déjà occupées, sont déjà l'objet d'une appropriation foncière par les Californiens mexicains. Et donc, certains décident tout simplement de ce qu'on appelle, aujourd'hui c'est un terme familier, mais qui était le terme anglais de l'époque, de squatter les terres, c'est-à-dire de les occuper dans les faits, et de faire valoir ce droit d'occupation, c'est-à-dire en dénonçant la non-occupation de ces terres
en fait, c'était des terres d'élevage, donc effectivement, on ne voit pas forcément qu'elles sont occupées, exploitées, mais elles étaient utilisées comme pâturage. Les squatteurs arrivent, les mettent en culture, ils mettent des haies, ils installent des granges, etc. Et donc montrent qu'ils les occupent et parfois gagnent ces terres en justice, notamment parce que le système judiciaire, il est créé aussi pour défendre leurs intérêts. Et donc, on a un certain nombre de décisions judiciaires et de lois qui leur permettent de s'approprier des terres qui, en fait, ont formellement des propriétaires. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans les débats à la Convention constituante de l'État de Californie en 1849, c'est qu'on a tout ce discours de dénonciation de la grande propriété comme étant non démocratique, ne correspondant pas à l'esprit de l'Empire de la liberté, de la démocratie républicaine que sont les États-Unis, à l'idéal jeffersonien de chaque paysan devrait avoir accès à des lopins de terre. Et du coup, engrange un soutien par rapport à eux. Et d'ailleurs, il y a aussi une dénonciation du droit de vote des Amérindiens qui, selon eux, comme ils travaillent pour les grands propriétaires, seraient des clients, etc. Donc, on a tout cet aspect très intéressant. Ce qui est intéressant par la suite, c'est que par rapport à ce discours de petite propriété, de chacun devrait avoir le droit en Californie, puisqu'elle est devenue états-unienne, d'exploiter sa petite propriété, c'est qu'en réalité, on assiste à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle à en fait la reconstitution d'immenses propriétés, mais pas aux mains des Mexicains californiens, mais aux mains de grands agriculteurs qui deviennent grands propriétaires ou qui obtiennent des capitaux par d'autres moyens, notamment via les réseaux ferrés, qui ont les moyens, notamment grâce à des régulations, des législations d'État ou fédérales, d'assécher des terres humides, notamment dans la vallée centrale, et de mettre en exploitation des immenses propriétés et d'installer un modèle d'agriculture de très grande propriété, où d'ailleurs viendront travailler les migrants mexicains temporaires, les braceros, au début du XXe siècle. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant cette histoire de la terre parce que on a ce contraste, cette dialectique entre la dénonciation des grandes propriétés et la valorisation des petites propriétés, et en réalité un modèle d'agriculture californienne qui aujourd'hui encore est toujours basée sur des immenses propriétés capitalistes et d'agriculture intensive et très consommatrice en eau par ailleurs, comme c'est assez bien connu. Alors Emmanuel, j'aurais une dernière question qui est peut-être due aussi à la personnalité de Guy Williams, hein, vous l'avez dit, qui a fait beaucoup pour le succès de Zorro, de la série, de ce personnage qui est physiquement un bel homme, hein, j'allais dire un sex symbole d'ailleurs. J'aurais une question autour, au contraire, de la place des femmes, Emmanuel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans cette série-là? C'est une série quand même des années 50-60, vous l'avez dit, on en a parlé dans d'autres séries qui montrent les États-Unis sur cette époque-là, comme Mad Men par exemple, où on a vraiment une sorte d'apogée de ce phénomène où les hommes dominent à la fois la société par leur réussite, par leur présence, j'allais dire. Alors, dans la série, on voit très peu de femmes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les femmes dans la série, justement, Emmanuel? Alors, c'est vrai que, et ça correspond à la fois, effectivement, à cette période des années 50 et aux représentations et une forme de réalité de la société espagnole et mexicaine qui est marquée par un système patriarcal où effectivement les femmes sont placées dans un rôle où elles ne sont pas censées intervenir dans la politique, dans les affaires qui sont des affaires d'hommes. Et effectivement, quand on voit les dons se réunir, ils sont toujours entre hommes et les relations entre hommes et femmes sont extrêmement codifiées. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que je pense pour l'attrait de la série et par une tradition quand même un peu hollywoodienne, on a quelques personnages de femmes transgressives qui en général viennent de l'extérieur, hein, ne sont pas tellement intégrées dans la société, des figures de gitanes, de danseuses qui, elles, sont beaucoup plus autonomes, tiennent tête aux hommes, savent qu'elles ont des moyens de négocier parce que les hommes attendent des choses d'elles. Et donc, on a ces quelques figures très ponctuelles, mais encore une fois, qui sont des éléments extérieurs. Mais alors, ce qui est intéressant malgré tout, c'est que dans ces relations quand même assez traditionnelles entre hommes et femmes, on a quand même
des héroïnes qui se mettent à rêver de Zoro, par exemple, d'être amoureuses de Zoro et de se permettre des rêveries autour de Zoro, alors qu'il est malgré tout vu comme un bandit, quelqu'un qui enfreint les lois, qui est certes chevaleresque, mais qui n'est pas un assez bon parti. Et justement, il y a toute cette dans la première saison, tout ce bal, cette dialectique un peu amusante entre Zoro qui parvient plus ou moins à ses fins avec une jeune femme, alors que Don Diego n'y arrive pas du tout. Et donc du coup, on voit que la série, tout en étant extrêmement traditionnelle, joue un petit peu avec cette transgression et cette possibilité, ce rêve d'agentivité, d'agency, d'esprit d'initiative des femmes, qui correspond aussi, je pense, à certains stéréotypes par rapport aux femmes espagnoles. Je pense par exemple à Carmen, par exemple, où on aurait dans ces sociétés à la fois une domestication et un enfermement des femmes, mais quelques femmes transgressives, voire dangereuses ou toxiques, comme dans le cas de Carmen. Bien, Emmanuel Pérez-Tisserand, merci beaucoup pour cet épisode 56 où on est parti dans la Californie de Zoro, voir peut-être derrière ce qui se trame dans la série, voir un petit peu le contexte historique, et vous avez bien remis tout cela en perspective, on vous remercie. Alors, vous avez communiqué une bibliographie pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, que l'on retrouve comme dans toutes les émissions sur notre site internet histoireensérie.com, qui permettra de compléter tout ce que vous avez dit dans cette émission-là. On rappelle aussi que l'émission va être mise en avant, comme toujours, dans notre partenaire nonfiction.fr, où vous retrouvez aussi les liens pour aller écouter directement l'émission sur YouTube ou sur les grandes plateformes de podcast. Emmanuel Pérez-Tisserand, merci beaucoup, puis j'espère à bientôt pour une nouvelle émission sur les Amériques ou sur le Mexique. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.